les accords de Washington et la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la RDC est en proie à des conflits armés depuis près de 3 décennies. Ces conflits se sont aggravés depuis novembre 2021 avec l'agression barbare menée par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de la FCM 23 qui occupent plusieurs territoires des provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette occupation a engendré des conséquences de divers ordres, causant des millions de victimes, aussi bien civiles que militaires. L'on note durant cette période des exactions et violations massives des droits de l'homme. Plus de 30 millions de personnes ont été directement ou indirectement affectées par cet événement tragique. Des milliers de gens sont obligés de se déplacer tous les jours dans leur propre pays à la recherche de la paix, de la sécurité, sans espoir de se nourrir ni de se laver. La réflexion tendant à mettre fin à cette situation a conduit à la mise en place de divers cadres politiques, juridiques, militaires et diplomatiques. Au niveau diplomatique, plusieurs initiatives pour la paix ont été menées et des rencontres des chefs d'État et de gouvernement de la région, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de la Chine et d'ailleurs ont eu lieu. Nous pouvons citer parmi tant d'autres le processus de Nairobi. Il s'agit d'une initiative de la communauté d'Afrique de l'Est qui a été lancée en 2022 pour résoudre le conflit dans la partie est de la RDC. Il est assis sur une approche basée sur le dialogue politique entre le gouvernement congolais et les différents groupes armés opérant sur le territoire congolais. Le processus de Luanda, sous la médiation du président angolais João Lourenço, en tant que médiateur principal avec le soutien de la SADC et d'autres acteurs régionaux, ce processus vise à résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Il est centré sur le désescalade, sur le désescalade de la violence entre la RDC et le Rwanda et traite de la question des groupes armés comme le M23 via les négociations et les accords de cessez-le-feu. Le processus de Doha. Il s'agit d'une série de négociations diplomatiques entamées depuis 2025 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé AFC M23. Cette initiative connaît la participation du Qatar avec le soutien des États-Unis comme médiateur. Le processus de Washington. Il s'agit d'un processus piloté par les États-Unis d'Amérique pour le rétablissement de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Ce dernier processus a abouti à ce que nous appelons les accords de paix de Washington de juin 2025. Ces accords ont pour objectif d'établir une paix durable et stable en République démocratique du Congo et dans la région, en mettant en place des mesures concrètes pour résoudre les différends et les tensions entre les deux pays, notamment la RDC et le Rwanda, et favoriser des relations pacifiques à long terme. Il intègre dans sa matérialité des éléments qui visent à assurer à la fois la sécurité et la stabilité économique dans le but de favoriser l'établissement d'une paix durable. Alors que son écriture tourne essentiellement autour du vocable paix, il est curieux de constater l'absence du concept de justice dans ces accords. L'on pourrait dès lors se demander s'il est possible de construire une paix durable sans justice. Est-il possible de construire et même de consolider un état de droit sans tenir compte des victimes
qui réclament des sanctions contre leurs bourreaux et la société qui réclame justice. Un État peut-il subsister dans un lit d'impunité? Certes, le vouloir vivre ensemble des communautés qui ont connu la guerre exige que les gens se parlent et se pardonnent mutuellement, mais le besoin de justice demeure. Dans ces circonstances, la justice pénale à elle seule n'est pas indiquée. Il faut recourir aussi à la justice transitionnelle, mieux adaptée lorsque les peuples qui se sont affrontés souhaitent oublier et réfléchir aux questions de reconstruction et de développement. Il est vrai que la lecture minutieuse de cet accord permet de relever certains éléments de manifestation de la justice transitionnelle. C'est le cas par exemple de l'inviolabilité du processus de désengagement, désarmement et intégration qui est l'une des manifestations de garantie de non-répétition, un pilier de la justice transitionnelle. La compréhension de cette réalité impose notamment l'appréhension de la justice transitionnelle dans toutes ses déclinaisons. Un aperçu général de cette notion s'impose. Mesdames et messieurs, en peu de mots, qu'est-ce que la justice transitionnelle? Elle s'entend comme un éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre pour une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre justice et de permettre la réconciliation. Elle est axée sur 4 piliers fondamentaux. Le droit à la justice. La justice transitionnelle ne doit pas être fondée sur l'impunité, car cette dernière est pire que le crime commis. L'exercice de ce pilier implique des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations. Le droit à la vérité. On ne construit pas l'avenir sans conscience du passé. Ce droit vise la nécessité pour les victimes et la société de connaître la vérité sur les violations des droits de l'homme commises. Sa matérialisation passe souvent par la mise en place des commissions vérité et réconciliation ou des commissions d'établissement de faits ou d'enquête. Sa mission conduit généralement à la réécriture de l'histoire de sorte à éviter les erreurs du passé. C'est ainsi qu'en Ouganda, la cérémonie de Mato Ukut, qui signifie boire la racine amère en langue acholi, entre dans cette dynamique. Il s'agissait d'une cérémonie complexe qui durait plusieurs jours et dont le point central est le moment de la boisson extraite de la racine d'Okut, un arbre qui pousse dans la région mélangé à de la bière locale. L'amertume de cette racine symbolisait le crime passé et la perte d'une vie. La boire signifiait que les deux parties sont prêtes à avaler l'amertume du passé et à se promettre de ne plus jamais avoir à la goûter. Le droit à la réparation. Dans la mise en œuvre de toute initiative de justice transitionnelle, la réparation est essentielle. Elle est directement et explicitement axée sur la situation des victimes, puisqu'elle vise à offrir une compensation pour les droits violés, les dommages subis et les outrages endurés. Il n'est pas possible de guérir le passé sans réparer les torts à une victime. Les torts causés donc à une victime. Le droit aux garanties de non-répétition implique la nécessité de réformes judiciaires, institutionnelles, politiques et sociales qui doivent contribuer à la reconstruction de l'État. Quel peut être l'apport d'un tel mécanisme dans la mise en œuvre de l'accord de Washington?
la justice traditionnelle a eu à faire ses preuves ailleurs et a également permis à plusieurs États de construire des nations solides basées sur la confiance et la réconciliation. Le cas de l'Afrique du Sud constitue un des exemples de refondation d'un État appelé Arc-en-Ciel, dont les peuples sud-africains noirs, les Indiens, les Blancs afrikaners, auteurs de l'apartheid, et les Métis ont, après le processus de vérité et réconciliation, pris l'engagement de vivre ensemble et de se pardonner mutuellement. Il demeure vrai que la mise en œuvre de la justice traditionnelle dans la situation actuelle de la République démocratique du Congo suscitera de nombreuses interrogations, notamment celles liées à l'implication active et nécessaire d'un État voisin, en l'occurrence le Rwanda, auteur des activités militaires illicites à l'est du pays. En même temps, il est important de souligner que la négligence peut également être perçue comme une faiblesse lorsqu'il s'agit de garantir une paix durable. Il est important de souligner que si une maladie n'est pas traitée de manière adéquate, il existe un risque constant de rechute à tout moment. Cela signifie que même si les symptômes peuvent disparaître temporairement, la maladie sous-jacente reste présente et peut se manifester à nouveau si elle n'est pas traitée de manière appropriée. De toutes les façons, l'expérience sud-africaine a démontré qu'il est impossible de construire un état de paix sur un lit d'impunité. L'histoire a montré à maintes reprises que l'absence de responsabilité pour les actes répréhensibles compromet sérieusement la construction d'une société harmonieuse et respectueuse des droits de chacun. La déclinaison de la justice traditionnelle dans sa dimension de justice peut conduire à la mise en place d'une juridiction pensée pour répondre à des circonstances pareilles. Lors de notre intervention récente à La Haye, en marge de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, nous avons eu à relever la nécessité de mise en place d'une justice traditionnelle en RDC. Je demeure convaincu que toute approche de paix doit être accompagnée de la justice pour asseoir les bases solides de la paix et la réconciliation. Voilà pourquoi je plaide en faveur d'une approche holistique de ce mécanisme en RDC. Elle se déclinera de la manière suivante. La mise en place d'une juridiction appropriée, mixte, capable de connaître les atrocités commises sur le territoire congolais. Le travail de cette juridiction devrait être épaulé par celui d'une commission vérité et réconciliation digne de ce nom qui peut aider à déterminer les responsabilités institutionnelles, politiques, militaires et autres, collectives et individuelles, à préserver les éléments de preuve, à identifier les auteurs des exactions et à recommander des mesures de réparation et des réformes institutionnelles, et à offrir aux victimes une véritable tribune d'où elles peuvent s'exprimer et qui est mieux adaptée à leurs besoins qu'une simple procédure judiciaire. La réussite d'un tel mécanisme est souvent tributaire à la volonté politique qui, nous le croyons, est actuellement manifestée par le nouveau pouvoir en place. La mise en œuvre du pilier réparation devra dépasser le cadre national pour inclure aussi la responsabilité des pays tiers impliqués dans le conflit. Il y a lieu de noter que des individus, des compagnies, telles que les multinationales, qui exploitent les ressources naturelles de la RDC durant le conflit, devraient également être condamnés à payer des compensations s'ils sont trouvés criminellement responsables. Un tel travail ne pourrait être considéré comme complet sans prendre en compte la nécessité de reformer en profondeur les institutions qui ont joué un rôle dans la perpétration des crimes. Mesdames et messieurs,
à vos titres égalitaires respectifs, protocole respecté. Voici un peu de mots l'essentiel de ma contribution sur cette question. Je demeure convaincu que la justice est l'autre